Vous savez, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une petite vidéo aujourd'hui là pour évoluer dans le sens de tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Premièrement, je vais revenir rapidement sur les incohérences que j'ai relevées dans une précédente vidéo concernant Endossa. Les incohérences que j'ai relevées hier en regardant son passage à France 24 et me positionner sur ceux qui plaident pour son investiture. La première incohérence que j'ai relevée dans un candidat à un projet d'Endossa, c'est le fait qu'il n'ait pas proposé un réel projet de société au Gabonais, si ce n'est parler de l'éviction des Bongo du pouvoir. La deuxième incohérence, c'est quand à un moment donné, il a eu à dire que la France apportait des capitaux et la force de travail au Gabon. À ce moment-là, j'ai envie de lui poser la question de savoir qui apporte quoi à qui. Satisfaire les intérêts de la France, parce qu'elle nous apporte sa force de travail, parce qu'elle nous apporte ses capitaux. La incohérence que j'ai relevée, c'est quand la question de la révision des accords avec la France lui est posée. Et là, il revient encore sur l'éviction des Bongo du pouvoir et il dit que la priorité est de répondre aux besoins primaires des Gabonais, comme si la dualité entre les solutions aux besoins primaires des Gabonais et la révision des accords était impossible. Faut pas qu'on se mente, hein. Les problèmes du Gabon vont bien au-delà de la dynastie Bongo qui elle-même à un moment donné où un autre a été confronté aux réalités de la France-Afrique pour ne parler que de la révision des accords. Mais en plus, on voudrait se débarrasser de la réalité coloniale qui nous empêche de choisir notre président de la République à l'heure où on prône des valeurs de l'Afrique aux Africains, à l'heure où on prône une réelle indépendance des pays africains. On ne va pas se leurrer, on sait tous que le candidat qui est élu est le candidat qui a été choisi par le colon et c'est le candidat qui garantit au colon la préservation de ses intérêts. Ça, c'est un secret de polichinelle. Avant les résultats, il avait un discours plutôt rassurant sur le fait qu'il a été en France, qu'il avait été au Quai d'Orsay et tout ça, j'en passe. Et là, quand je le vois hier à France 24, on lui demande, vous avez été en France? Oui, bon, vous avez été en France, vous avez rencontré, est-ce que vous avez rencontré Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères? Il dit non, il n'a pas rencontré Catherine Colonna directement, il a rencontré ses conseillers, ses directeurs et sous-directeurs. Les coups d'État sont condamnés. Par qui vous avez été écouté? Pour la communauté internationale de revenir à l'ordre républicain. Ouais. Et j'attends. Ouais. Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, vous avez discuté avec elle? Je n'ai pas discuté avec le ministre des Affaires étrangères. J'ai discuté avec ses conseillers et les directeurs et sous-directeurs. Voilà. Alors que le discours qui était le sien avant les résultats, c'était un discours plutôt rassurant de quelqu'un qui aurait plus ou moins obtenu la bénédiction de la France par rapport à cette échéance présidentielle. Et après le résultat, il y a le discours de celui maintenant qui est en mode la France doit prendre ses responsabilités parce qu'elle connaissait un certain nombre de réalités en allant au vote. Bon, enfin, c'est en cela que je trouve que, personnellement, je ne le trouve pas crédible. Et même s'il a de bonnes ambitions, ce n'est pas la question. La réalité, c'est qu'il ne va pas plus loin. En tout cas, pendant toutes les présidentielles, il n'est pas allé plus loin que le problème de la dynastie Bongo. Et ça, pour moi, aller plus loin, c'est traiter aussi de la réalité coloniale. Pour ceux qui plaident de l'investiture d'Endossa, c'est un faux débat. Parce que cette élection a été entachée des irrégularités suffisamment significatives pour justifier la nullité légale de cette élection en fait. Ils sont partis à la conférence nationale d'Angondjé. Ils avaient voté le scrutin à 2 tours. À l'approche des élections, Ali lui-même, il a changé les règles. Il a imposé le scrutin à 1 tour. Là, c'était pas normal. Ils sont partis là contre leur gré parce que ils sont partis avec des points qu'ils avaient révisés lors du dialogue national, mais qui n'ont pas été respectés pour cette échéance.
Ils sont partis aux élections, ils n'étaient pas unanimes sur le triplé présidentiel, législative, municipale. Et même, dès le premier communiqué des putschistes, ils ont bien annoncé que l'élection présidentielle était annulée. Donc, papa, tu veux pas. Je vais parler comme le président. You can make noise. You can make a big noise. To make noise. Ça ne servira à rien. Il faut accepter une nouvelle J'ai beaucoup apprécié l'intervention de Ndonsima. Je vais mettre le lien en description de la vidéo parce que c'est exactement ce que moi je pense. Je vous laisse le temps de regarder le lien et de voir comment il a tranché par rapport à cette affaire d'annulation des présidentielles. Sima, ancien candidat à l'élection présidentielle qui a désisté en faveur d'Albert Ondorosa. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Alors, un débat vient de surgir au niveau de la politique gabonaise. Faut-il, oui ou non, reprendre le décompte des résultats de l'élection présidentielle du 26 août dernier et proclamer par la suite la victoire d'Albert Ondorosa, ou faut-il annuler tout et reprendre tout à zéro? Quel est votre point de vue? Mon point de vue, c'est qu'il faut annuler tout, corriger les textes réglementaires et législatifs qui encadrent les élections et relancer les élections. Pourquoi? Parce que si le CGE a organisé une fraude, personne n'est sûr à l'heure actuelle que le CGE n'a pas harmonisé les résultats qu'il a affichés avec les résultats qu'il a dans les urnes. Ondorosa, il n'a pas gagné parce que c'est un poids lourd politique ou bien parce que les gens n'ont rien à lui reprocher, loin de là. Il a gagné parce que c'était comme pour les autres, comme pour Ping et Boban, et même des années avant. Parce que c'était des votes sanctions. Les gens voulaient à tout prix, tout sauf la dynastie. C'était des votes sanctions, c'était pas des votes... C'était des votes par défaut. Enfin, tu te dis non. En tout cas, nous, on prend la personne qui a un peu la côte et tout. C'est la personne, en tout cas, tout sauf les gens de la dynastie. C'est tout. Hein. En définitive, ce qui me gêne avec le professeur, c'est que j'ai l'impression qu'il était dans la Champions League du meilleur valet de la France. Le pouvoir n'a pas à lui être remis. Qu'il se rapproche de son petit frère. Qu'il propose ses idées pour faire avancer la nation. S'il ne peut pas, qu'il attende au maximum 2 ans pour se représenter à une élection présidentielle. Je vais maintenant parler de la junte, mais d'entrée de jeu déjà, je vais casser un autre faux débat. Ceux qui se positionnent en disant que c'est un simulacre parce que c'est un coup d'État sans effusion de sang. Il y en a plusieurs coups d'État sans effusion de sang qui sont passés en Afrique. Je vais prendre juste un exemple. 1965, au Congo-Kinshasa, quand le général Mobutu renverse Kasavubu. C'était un coup d'État sans effusion de sang, mais c'était un vrai coup d'État. Il est vrai qu'il y a d'autres arguments qui laissent penser que c'est une guerre clanique, c'est un simulacre, mais certainement pas le fait qu'il n'y ait pas eu une goutte de sang. Donc, argument zéro, nul, nullissime. Pour moi, pour le moment, en tout cas, la junte respecte les étapes d'un coup d'État ordinaire. Pourquoi je le dis? La première étape après le coup d'État, c'est de montrer aux yeux du monde entier la captivité de l'ancien président de la République pour prouver justement que vous le détenez captif, mais en plus que son intégrité physique a été respectée. La première chose là a déjà été validée parce qu'ils ont montré la vidéo d'Ali. Première étape validée. La deuxième étape, c'est l'élection d'un président de la transition. Ça a été fait. Deuxième étape validée. La troisième étape, c'est la rencontre entre le président de la transition et les forces vives de la nation. Troisième étape, ça a été validé. La quatrième étape, c'est l'annonce du planning de la transition. Ça a été fait, donc c'est le validé. Ils ont dit qu'ils vont réinstaurer les institutions de l'État. Ils ont annoncé un certain nombre de mesures à matérialiser avant l'organisation d'une élection transparente.
Ce qu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui, bon, il y en a qui spéculent, ils disent c'est 2 ans. Mais ça devrait prendre au maximum 2 ans parce que tout ce qu'ils ont annoncé comme mesure, ça prend énormément de temps. Donc, 4e étape validée. La 5e étape, c'est le fait de prêter serment pour le chef de la transition. Ça aussi, ça a été validé pour lundi. La 6e étape, c'est la création d'un gouvernement d'ouverture avec toutes les forces vives de la nation, de tous bords politiques confondus. Ça a déjà été validé officieusement. C'est l'étape qui devrait être officialisée après l'investiture du chef de la transition. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que Brice Oligui Nguema ait obtenu l'autorisation de la France. Je n'ai pas le monopole de la vérité. Je n'ai non plus rien de probant pour prouver le contraire d'un simulacre, pour prouver le contraire d'une guerre clanique, pour prouver le contraire et pour reprendre les termes d'Endossa, pour prouver le contraire d'une révolution de palais. Et j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que l'homme a quand même pris des risques. Au dernier moment, tout ce qu'il avait planifié là pouvait se retourner contre lui. J'ai envie d'y croire parce qu'on juge le maçon au pied du mur. Et d'ailleurs, il a présenté un certain nombre de mesures. Le gros des mesures présentées reste d'ordre social. À ceux qui disent que c'est juste la couleur de la chemise qui a changé, c'est juste l'homme qui a changé, mais le système demeure le même. J'ai envie de dire, laissez-moi rêver. Ça ne fait que 3 jours. En tout cas, ça fait moins d'une semaine. Laissons le temps à l'homme de nous montrer ce dont il est capable sur un certain nombre de mesures présentées. C'est lui-même qui est venu nous présenter les mesures. Attendons-le au tournant de la matérialisation des mesures que lui-même il a présentées à la nation. Je ne doute pas des affinités politiques ni des affinités familiales de l'homme avec l'ancien régime ou avec le système, tout ce que vous voulez. Mais je reste convaincu que de la même façon dont l'homme a fait profit bas pour se hisser dans les hautes institutions de l'État, c'est de cette même manière-là que l'homme peut un jour taper du poing sur la table des négociations des accords avec la France. Concernant la matérialisation des mesures présentées, ça va bientôt se savoir. Accordant, c'est vrai que c'est difficile d'accorder la confiance à quelqu'un dont on connaît les affinités avec l'ancien régime ou avec le système, mais laissons le temps à l'homme de nous montrer de quoi il est capable. Et ça ne saurait tarder. Allez, vas-y, dans les 2 ou 3 mois qui vont suivre, les choses sont censées évoluer, même un tout petit peu, mais petite évolution quand même. On est censé le ressentir. Pour moi, personnellement, le plus important là, à court terme, c'est que le chef de la transition se mette au travail. S'il se met au travail là, si après 2 ans on voit certaines évolutions, et même si après 2 ans il décide de se présenter aux élections, il peut même rester là, même 10 ans. Tant qu'il travaille, il peut me rester là même 10 ans. Avec l'autre là, ce qu'on lui reprochait, c'était ça, on lui reprochait son avarice, parce que même au sein de la famille, il ne dispatchait plus. Mais en plus de ça, il était là, il gardait tout pour lui et il ne voulait pas travailler. Si l'autre il travaillait quand même, on ne devait pas être là où on est là aujourd'hui. Merci pour le temps que vous avez pris pour regarder cette vidéo. On se dit ciao ciao, à la prochaine vidéo. Bye.